Noix de cajou, 200 grammes, 1,75 €. Je repose. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, un dev en France, en CDI, c'est, quand il s'en sort très bien, 8% d'augmentation par an. C'est un chiffre que j'ai trouvé dans notre statistique et je sais que c'est à peu près les chiffres qu'on a. C'est même un peu plus que ce qu'on a en général. Ceux qui sont en CDI le savent. Ce qui fait, j'ai calculé, donc si vous avez un salaire à 40 000 euros annuel brut, ça vous fait l'année d'après 43 000 euros annuel brut. Ce qui fait, par heure, 1,24 € de plus. Donc 1,24 € de plus qui est pas assez pour s'acheter c'est notre cajou. Bon, bref, c'est pour rigoler un petit peu sur le sujet. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une solution au CDI pour ceux qui bossent beaucoup et qui ne pensent pas être récompensés à leur juste valeur. Du coup, la solution, c'est quoi? C'est le freelancing. Il n'y a pas de secret, on est là pour ça, c'est la chaîne, on parle que de ça. Donc, je vais vous expliquer comment vous pourrez gagner au moins 7 000 euros par mois de chiffre d'affaires, attention, sur des missions longues en régie, avec une approche qui va être analytique, professionnelle, plutôt orientée business, et qui va du coup permettre de minimiser les risques. C'est l'enjeu pour beaucoup, c'était moi aussi mon enjeu, sûrement pour vous aussi, vous êtes en CDI, et vous avez des contraintes professionnelles, personnelles, voilà. Donc je vais vous expliquer ma méthode complète, des astuces, et normalement, après avoir vu la vidéo, vous devriez avoir déjà de quoi passer à l'action tout de suite. En tout cas, c'est le but. Donc, je vais vous expliquer aussi à la fin les inconvénients associés au freelancing, parce que c'est pas tout rose, il y a aussi des choses à comprendre. Donc, restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir ça. C'est pas non plus un Eldorado, c'est pas la vie de rêve le freelancing, ça dépend vraiment de votre personnalité et aussi de si vous êtes prêt à travailler. Donc, restez à la fin pour voir que c'est pas forcément que du rêve, mais quand même, ça peut être intéressant pour vous. Donc, petit rappel sur moi, pour ceux qui découvriraient, je vais faire un petit topo rapide. Donc moi, du coup, je suis freelance sur le marché du Python, plus précisément sur le marché de l'IA maintenant. Et en fait, j'ai commencé en ayant assez peu d'expérience. En réalité, j'avais 6 mois d'expérience sur le marché du Python et j'ai quand même réussi à trouver du coup des missions ça marchait très bien pour moi parce que j'avais cette approche qui était vraiment très analytique et qui fait que j'ai pu minimiser mes risques et m'assurer ma réussite. En tout cas, maximiser mes chances de réussite. Donc en gros, j'en ai parlé sur Twitter, j'en parle sur YouTube. Donc aujourd'hui, je parle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de freelance. C'est un peu une chance que j'ai par rapport à ça. Donc j'ai beaucoup d'informations sur le terrain. Et j'ai aussi accompagné beaucoup de gens à passer freelance. Donc de CDI à freelance, ou des gens qui étaient en freelance, qui galéraient, qui voulaient passer freelance. Ce qui fait que je sais ce qui bloque en général. Je connais des problématiques. Je sais ce qui fait que les gens vont peut-être se brider et pas se lancer. Je sais ce qui fait qu'il y en a qui vont se lancer aussi et échouer, ou alors pas avoir les résultats qu'ils aimeraient avoir. Donc je vous expliquais ma vision et comment faire pour que vous puissiez avoir du coup un bon point de départ et pas faire ces erreurs-là que beaucoup de gens font. Donc pour l'historique, vous avez vu l'introduction, elle était un peu taquine, c'est un peu le but. Moi j'ai été dégoûté du cyber CDI, hein. C'est pas un secret, je pense que vous le savez. J'ai été dégoûté parce que j'avais l'impression de ne pas être rémunéré à ma juste valeur. C'était vraiment des motivations financières, je vous avoue. La liberté c'est venu après, mais vraiment il y avait cette motivation profonde de on se fout de ma gueule, quoi. On se fout de ma gueule. Surtout moi, j'ai un moment qui me revient, c'était quand j'avais été augmenté, donc augmentation annuelle de 4%. Alors, c'était pas du tout 8%, c'était 4%. 8%, j'aurais bien aimé. Et on m'a rajouté, par grande bonté, 1,4% pour mon travail qui était très bien, un très bon travail, quoi. Et j'étais censé dire merci aux gens, quoi. Ils considéraient que pour eux, ça justifiait que je me sente vraiment redevable et que c'était vraiment un truc de fou. Donc, vous comprenez bien que ça m'a vraiment beaucoup frustré. Et bon, d'ailleurs, j'ai démissionné juste après. Donc, c'est un des éléments qui m'a vraiment poussé à me lancer. Donc, la chance que j'ai eue, par contre, c'est que malgré ça, j'ai pu rencontrer mon mentor. Donc, mon mentor, c'est quelqu'un qui est freelance assez chevronné. Donc, lui, il a 1500 euros de TGM pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc, 1500 euros par jour. Toujours en chiffre d'affaires, bien évidemment. Même si c'est quasiment que du profit en freelance, faut pas se mentir. Donc, 1500 euros par jour. Et grâce à lui, du coup, j'ai pu comprendre un peu les backstage de comment ça marchait le freelancing, comment ça marchait la prestation de service en général, à quoi il fallait faire attention, les erreurs à éviter. Tout ce que je vais vous expliquer là en réalité, hein, parce que là, je vais vous partager ce qui m'a appris et ce que j'ai pu moi développer de mon côté, et qui m'a permis de pouvoir commencer sur des très très bonnes bases. Parce que je pense qu'avec l'expérience que j'avais au début, professionnelle, jamais j'aurais pu avoir des résultats aussi rapidement, clairement. Enfin, je vais pas vous mentir là-dessus. Donc, juste chance là. Et avant ça, pour moi, le freelancing, c'était un truc qui avait l'air cool, mais beaucoup trop risqué. Et le jeu en valait pas la chandelle. Je me disais, ouais, mais est-ce que je gagnerais vraiment tant d'argent de plus que ça par rapport au CDI? Et j'avais aussi plein d'a priori par rapport à ça. Donc, je connaissais pas mon marché, etc. Donc, je le remercie beaucoup par rapport à ça. Il m'a beaucoup motivé sur ça. Il m'a fait comprendre que je pouvais vraiment me lancer, que c'était pas du tout un frein. Et il m'a brisé beaucoup de barrières mentales. Et du coup, tout ce qu'il m'a partagé comme conseil, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Je vais vous expliquer ma méthode qui découle directement de ça, en fait. C'est vraiment lui qui m'a donné les premiers éléments qui m'ont permis de me lancer. Donc, avant de parler de ça, il faut qu'on parle des erreurs courantes. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en train d'essayer de se lancer, qui ont déjà commencé à mettre en place un petit plan d'action.
et qui font les erreurs que tout le monde fait. Moi, le premier, je ne vais pas vous faire genre que j'ai fait tout directement très bien, malgré le fait que je sois mentoré. Donc, ces erreurs-là, qu'est-ce qu'elles sont? J'en ai listé quelques-unes. Alors, la première, c'est être éparpillé sur les plateformes. C'est le premier réflexe qu'on a en général, c'est on se dit freelance égale plateforme de mise en relation, égale mission qui tombe du ciel. On pense à Malte, mais pas que ça, il y a plein de plateformes. Grosse erreur déjà pour commencer, s'éparpiller, c'est vraiment la clé pour rater. Et dans tous les cas, les plateformes en général, c'est pas la solution miracle. Malgré ce qu'on vous vend, c'est pas du tout le truc que je conseillerais moi en tout cas pour commencer. Donc éparpillement, le grand classique, perte de temps considérable qui sert à rien. Autre chose, c'est le manque de compréhension de son marché. Et même du freelancing en général. Beaucoup de gens vont se lancer sans savoir ce que c'est le freelancing en fait. Parce que le freelancing, c'est pas juste on envoie une facture, on est payé. Il y a le forfait, il y a la régie, il y a même la régie forfaitisée. Il y a plein de choses qu'on peut faire déjà en tant que freelance en termes de mode de fonctionnement. Et après, il y a le marché en général, quoi. Le marché du Python, le marché du DevOps, le marché des grands comptes, le marché des startups. Il y a plein de choses à comprendre par rapport à ça avant de se lancer. Sinon, on se fait rouler dessus en fait. On va parler à des gens qui vont nous le mettre à l'envers. Enfin, il faut comprendre déjà dans quoi on s'embarque. Donc vraiment comprendre ce que c'est le freelancing et après comprendre dans le marché dans lequel on est, comment ça marche, quels sont les prix pratiqués, les besoins, les spécificités par rapport au type de client, les secteurs, etc. C'est un truc vraiment qui revient souvent parce que c'est... Enfin, en fait, c'est normal, hein, c'est un truc qui prend beaucoup de temps, qui est un gros travail. Donc beaucoup de gens veulent le squeezer et passer directement à la partie trouver la mission. Mais il faut commencer par ça. Autre erreur, c'est l'incompréhension du concept de positionnement. Alors là, c'est encore un truc encore plus complexe que ça. Euh, Première étape, analyse du marché. Je viens de vous le dire, il faut comprendre son marché, comprendre dans quoi on s'embarque. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On a compris que le marché, il y avait des besoins en Python, chez les grands comptes, dans le spatial. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Comment on l'exploite réellement? Eh bien, il va falloir créer un positionnement. Il va falloir savoir comment faire pour mettre un CV en accordance à ça, savoir comment se présenter et être cohérent par rapport à nos interlocuteurs. Donc vraiment, il ne faut pas s'arrêter juste à comprendre son marché. Il faut aussi créer un positionnement autour de ça. Et c'est l'autre erreur que je vois beaucoup de gens, c'est que les gens ne savent pas ce que ça veut dire déjà positionnement. Et même ceux qui savent ne font pas d'efforts par rapport à ça. Ils ont trop d'ego, trop têtus. Moi, je suis dev Java, je ferai que du Java toute ma vie. Ok, ben mec, Java, on n'en fait plus. Il n'y a plus de mission. Qu'est-ce que tu vas faire du coup? Bah, je fais du Java. Et mon TGM, c'est 600 euros. D'accord. Et le marché, il dit quoi? Je sais pas. Mais moi, je fais du Java et je suis à 600 euros. Voilà. Donc, aucun, aucun problème avec ceux qui font du Java, c'est pour l'exemple. Mais c'est pour vous dire que si vous êtes dans cette mentalité-là, ça marchera pas du tout. Donc, il faut vraiment penser au positionnement. Et dernier point, grosse erreur, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est une des grosses erreurs aussi. C'est qu'ils n'ont pas, ces freelances-là ou ces gens qui veulent se lancer, qui sont en CDI, qui n'ont pas de système d'acquisition contrôlable. Donc, un système d'acquisition, c'est en gros tout ce qui permet d'avoir des entretiens ou des appels de vente avec des prospects pour leur vendre votre service, quoi. Donc, il vous faut un système d'acquisition qui soit contrôlable. Tout à l'heure, on parlait des plateformes. Les plateformes, c'est pas du tout contrôlable. Vous arrivez, vous êtes passif. Vous devez vous créer un compte. Ok, vous pouvez l'optimiser, etc. Mais bon, ça passera pas. Ça va prendre 1 heure, 2 heures. Après, vous devez juste attendre. Donc, c'est pas du tout idéal, c'est pas du tout contrôlable. Et donc, du coup, il vous faut un système qui soit plutôt actif, où vous avez un input, et l'input va du coup être très corrélé avec l'output. Donc, en gros, si vous passez plus de temps à faire votre acquisition, vous avez plus de prospects. Ça paraît con, mais pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. Donc, il faut trouver un système comme ça. Donc en gros, résultat de ces erreurs-là, perte de temps monumentale, pas de mission, et pour beaucoup, un retour en CDI avec supplément, post sur LinkedIn, le freelancing, on vous a menti, on vous vend du rêve, Eldorado, c'est pas vrai, etc. Alors il y a des inconvénients, hein, comme je dis, on les verra juste à la fin, donc restez bien. Mais bon, ces gens-là n'ont juste pas compris l'approche qu'il fallait prendre. Franchement, je dis ça en toute humilité, même si moi non plus, je suis pas extrêmement senior et tout, j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Il y a des choses qui sont évidentes, et beaucoup de gens ont une approche qui est beaucoup trop freestyle. Et même si moi je suis assez junior, c'est évident quoi. Donc ne soyez pas comme ces gens-là, ne soyez pas en train de parler de critiquer le système quand le problème vient de vous. Déjà, ayez les bases et après vous pourrez faire votre analyse, votre critique par rapport au marché et par rapport aux autres. Mais non, le freelancing, il n'y a aucun problème en général. Il y en a qui trouvent des missions sans aucun problème. Donc le problème vient d'autre part. Donc maintenant qu'on a vu les erreurs, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ces erreurs-là aussi, donc je ne jette pas la pierre, mais il faut quand même être conscient que c'est des choses que tout le monde fait et qu'il faut essayer de ne pas les faire, quoi. Maintenant qu'on a vu ça, je parlais de mon approche. Du coup, l'approche pour que ça marche, qu'est-ce que c'est du coup la solution? Parce que je vous dis ça, mais comment ça marche maintenant? Alors moi, mon approche, elle est simple. Il y a 3 piliers. Premier pilier, c'est le positionnement, on en a parlé juste avant. En gros, c'est tout ce qui va consister à comprendre ce que son marché recherche et lui donner ça en fait. C'est pas compliqué. Le marché veut des gens qui font du Python dans le spatial avec telle contrainte, et bien on fait ça. On fait ça en admission. C'est très simple. Et si on n'est pas prêt à faire ça, au moins on sait qu'est-ce que ça va impliquer par rapport à la suite. On sait que par exemple, si on a un positionnement qui n'est pas optimal, ça va nous causer des soucis pour la négociation, mais on s'y attendra. On ne sera pas surpris de voir des gens qui nous diront à la fin des entretiens ok, Mickaël, ce que tu proposes, c'est bien, ça répond aux besoins. Par contre, ta contrainte de vouloir faire du delta plane entre midi et deux, le client n'est pas trop fan, quoi.
Ouais, je sais, je comprends. Je sais que les clients sont pas habitués à ça, mais moi, c'est ma contrainte. Mais au moins, vous le savez. Donc là, je prends un exemple à la con, mais vous voyez l'idée. Parce que beaucoup de gens sont très têtus. Ils ont vraiment leurs contraintes. Ils veulent absolument du full remote, mais vraiment absolument. Ils ont un TGM qui est au-dessus du marché. Ils veulent absolument l'imposer aux clients. C'est pas un problème pour moi, tant que vous êtes conscient de ce que ça implique pour vous en termes de négociation et d'efforts à faire. Si vous êtes conscient que ça va demander plus d'efforts de négociation, plus d'efforts, je sais pas, dans le positionnement, aucun problème. Mais pour beaucoup de gens, on n'en est même pas là en fait. Donc soyez conscient de ce que le marché attend, quel est le positionnement idéal, et après, regardez par rapport à vous, où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes bien positionné, mal positionné? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour combler ce gap? Et après, du coup, passer au next step qui est l'acquisition. Donc, le deuxième pilier, c'est l'acquisition. Comment faire pour attirer des clients à nous? On a un bon CV, on a une bonne offre de freelance au forfait, imaginons. Comment on fait pour attirer des clients à nous? Sachant qu'il y en a beaucoup qui ont des contraintes, hein, qui sont déjà en CDI, ben, comme ceux qui regardent peut-être la vidéo, ou des contraintes peut-être perso qui font qu'il n'y a pas beaucoup de temps à y allouer. Donc, comment faire pour trouver des clients et avoir le temps de le faire avec une activité à côté? Pour ça, pour moi, je vous l'ai dit, il vous faut un système. Il vous faut un système qui soit composé de canaux contrôlables. Ce que je vous conseille, très simplement, ça va être, on le verra juste après, mais c'est la prospection. Et le troisième pilier, ça va être du coup la vente. C'est comment faire une fois qu'on a quelqu'un en appel pour le convaincre. Parce que là, on a quelqu'un en appel, on n'a pas encore signé la mission. Comment faire pour passer du coup au step où la personne se dit ok, j'ai eu un entretien, il m'avait l'air intéressant sur son CV ou sur son profil LinkedIn. Maintenant, est-ce que j'ai envie de bosser avec lui? Et là, ça va vous de jouer. Ça va vous de jouer. Beaucoup de gens vont sous-estimer cette partie-là parce que la vente, c'est pas un truc qui fait plaisir à beaucoup de gens, surtout dans la tech. C'est pas du tout intuitif pour nous, hein. Moi, le premier, moi, j'étais très timide avant et j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour devenir un peu meilleur en vente. Mais c'est important parce que c'est là que vous allez concrétiser, que c'est là que vous allez arriver à signer la mission. Donc, c'est trois grands piliers: positionnement, acquisition et vente. Maintenant, je vais vous donner une approche qui est du coup hyper analytique pour ceux qui sont peut-être comme moi, qui sont très frileux et qui voudraient minimiser les risques. Parce que là, je vous ai parlé des piliers, on va voir concrètement comment mettre ça en place. Donc cette approche-là dont je vais vous parler, c'est ce que moi j'utilise, hein. Clairement, je ne vais pas vous inventer un truc que j'ai pas fait, c'est ce que j'utilise et c'est aussi ce que je fais faire aux gens que j'accompagne. Donc pour ceux qui savent pas, moi j'accompagne des gens qui soient en CDI et qui veulent passer freelance, ou des freelances qui veulent trouver des missions de façon plus stable, pour du coup qu'ils aient ce système qui soit plus on va dire, carré, avec des vrais process et une façon de pouvoir être prédictible, pouvoir faire un prévisionnel et pas être dans un flou artistique constant. Donc pour ce que ça intéresse, il y a un lien de description pour prendre un appel avec moi. Dans cet appel-là, on va juste discuter par rapport à votre profil, votre marché, et voir si ça pourrait être intéressant que je vous accompagne pour que vous trouviez vos missions. Mais ça engage en rien et c'est gratuit, je vous préviens tout de suite. Il n'y a aucun problème, vous pouvez prendre l'appel, on discutera déjà par WhatsApp pour commencer, et après on verra pour l'appel. Donc n'hésitez pas pour ça. Et d'ailleurs, vous trouverez aussi sur le site pour prendre le rendez-vous des témoignages, si ça vous intéresse, de gens qui ont mis ça en place et qui ont eu des résultats. Donc, la méthode, comment faire? Là, j'ai ma petite liste. Là, vous avez tous les conseils. Écoutez bien, c'est là qu'il va falloir noter et passer à l'action. Là, je sais pas combien de minutes de vidéo on est. On est déjà à 15 minutes, je crois, voilà, un truc comme ça à peu près, ou un peu moins. Passez à l'action. Là, je vais vous dire des choses concrètes. Il faut vraiment le faire. Ne vous dites pas, oui, je verrai plus tard. Je sais pas. Non, si vous voulez être freelance, il faut passer à l'action, les gars. Et là, ce que je vais vous dire, c'est des choses simples. Donc, première étape, sonder le marché. Sonder le marché, je vous ai dit, il faut comprendre ce que le marché recherche. Alors, comment on fait? Moi, j'ai un site de référence qui s'appelle Freework. Donc, peut-être que vous connaissez Freework, c'est un site où il y avait beaucoup de missions en freelance, aussi en CDI, mais beaucoup en freelance. C'est le site numéro un pour les missions en freelance en régie. Donc, les missions longues avec des grands comptes, avec des gros TGM, enfin, des gros TGM, ça dépend de votre profil, mais avec des TGM cohérents par rapport au marché, on va dire. Et sur des missions, voilà, des gros budgets, des missions longues, quoi, de 6 mois, 1 an, 2 ans. Ce site-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être dessus et vous allez mettre votre technologie. Vous allez mettre Python, vous allez mettre JavaScript, vous allez mettre Java, j'en sais rien. Et vous allez analyser les besoins en fonction des offres de mission que vous allez trouver. Donc là, vous allez ouvrir un Excel, ouvrir un Airtable, ouvrir un carnet, je m'en fiche, et vous allez noter. Noter quoi? Noter les besoins, noter les technos qui reviennent souvent, noter les bonus, noter le TGM, noter l'ESN qui poste la mission. Tout ce qu'il y a d'important, vous allez le noter. Comme ça, à la fin, vous allez avoir une base de données qui va vous servir à faire votre analyse et à l'exploiter plus tard pour faire votre positionnement. Donc vraiment, étape 1, free work, analyser les missions. C'est un travail qui est, certes, je comprends, un petit peu chiant, ça prend un peu de temps, mais c'est extrêmement important pour la suite. Ça, moi, je vous dis, faites-en au moins 20 par jour. 20 offres par jour minimum. Minimum, ça va super vite en vrai. Même 50, je dirais. 50 offres par jour. Ça dépend de vous. Moi, personnellement, j'étais un peu un acharné, j'en ai fait 50 par jour. Enfin, je voulais vite savoir ce que le marché voulait. Faites par rapport à vos contraintes, mais il faut en faire quand même beaucoup. Ne vous dites pas qu'au bout de 2 missions, vous allez comprendre ce que le marché recherche. Vraiment, il faut du volume. Une fois que vous avez fait ça, vous avez aussi d'autres sources, comme Pilot, que je vous mettrai tout ça en description aussi, évidemment. Pilot pour tout ce qui est TJM. Pilot, c'est une extension et ce qui fait qu'ils ont beaucoup d'informations par rapport aux freelances sur le marché, beaucoup de statistiques. Et du coup, vous allez pouvoir trouver votre TJM par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous faites comme métier et par rapport à votre localisation. Donc, c'est pas forcément précis à la virgule près, mais au moins vous allez avoir une idée globale de ce que ça vaut sur le marché, ce que vous faites.
Ça, c'est hyper important aussi pour pas se prendre des murs comme vous êtes trop cher, ça sert à rien, le client ne va pas vous voir, quoi. Donc, pilot pour le TGM. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir exploiter ça et faire votre CV, la partie positionnement. Parce que le positionnement, en réalité, concrètement, c'est votre CV. Le CV, vous allez le mettre à jour. Je sais que peut-être que vous avez un CV, vous allez être très fier, vous dites mon CV, il est trop bien, c'est le meilleur CV que j'ai tout. On m'a toujours dit qu'il était bien. Ok, moi je vous dis, mettez-le à jour ou refaites-le depuis zéro. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire votre CV en mettant en avant uniquement les points qui sont importants par rapport à ce que vous venez d'analyser dans le marché. Et tout le reste, vous le virez. Vous le virez. Je sais que ça fait mal à l'ego, mais vous le virez. Votre stage très stylé dans un endroit aux États-Unis qui n'a aucun rapport avec ce que vous faites aujourd'hui, c'est stylé, mais on s'en fout. Ça prend de la place pour rien. Donc vous l'enlevez. Vous l'enlevez, vous le minimisez. Vous mettez juste 2-3 lignes au lieu de mettre 5 paragraphes. Il faut vraiment que votre CV, on puisse comprendre en un clin d'œil ce que vous faites et qu'on ait confiance par rapport à ça. Si vous me dites que vous êtes dev Python et que je vois votre CV et qu'il y a marqué dev Python, boulanger, trapéziste et reboulanger, j'ai pas confiance. Par contre, si je vois dev Python, dev Python, dev Python, je me dis ah ouais, trop stylé. Même si l'expérience, c'est un petit stage ou un petit projet perso. Attention, parce que ça, c'est aussi une erreur que beaucoup font. Vos projets perso, vos stages ont de la valeur, les gars et les meufs. Et c'est pas parce que c'est des petites expériences que ça vaut pas grand chose pour les clients. C'est même d'ailleurs l'inverse. Donc, enlevez ce qui sert à rien et mettez uniquement la partie qui est cohérente par rapport au marché. Et petite astuce que je vous donne, voilà, petit tips, rajoutez en bas de votre CV, enfin en bas, en haut, où vous voulez, une section avec des références. Les références, c'est quoi? C'est des gens avec qui vous avez peut-être bossé, des gens qui peuvent attester de votre compétence et qui vont donner de la confiance à vos prospects par principe de preuve sociale. Donc en gros, comme vous allez mettre des gens dans la boucle en plus de vous, ça prouvera que vous êtes confiant par rapport à vos compétences. Je vous rassure tout de suite, très peu de gens vont vraiment aller appeler ces gens-là pour leur demander si vous êtes vraiment bon, mais déjà ça apporte de la confiance. Donc allez voir ces gens-là avant quand même, avant de les mettre dans votre CV, demandez-leur si ça ne les dérange pas, si occasionnellement de pouvoir répondre à des mails ou à des appels pour parler de vous, mais ça donne un impact énorme sur votre CV, donc rajoutez-le. Ensuite, maintenant, on passe à l'acquisition. On a un CV, il est tout beau, tout joli, tout neuf. Il est backé par le marché, donc c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, très simple, on va reprendre l'analyse de marché, votre petit Excel, vous vous rappelez. Vous avez vu, du coup, dans vos missions, quelles ESN postaient les missions. Alors, j'ai pas dit ce que c'était, peut-être que vous connaissez déjà, enfin, sûrement que c'est le cas si vous êtes en CDI, dans la tech. Donc, une ESN, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise intermédiaire, donc ça veut dire entreprise de services du numérique. En gros, c'est un intermédiaire entre des salariés qui vont être souvent appelés consultants, voilà, c'est un peu un mot fourre-tout, et des clients qui sont souvent des grands comptes. Et donc cet intermédiaire-là, lui, il va travailler avec beaucoup de clients et avoir plein de projets, et vous, en tant que consultant, vous allez bosser pour les différents projets de cette ESN-là. Donc ces ESN-là, l'avantage c'est que du coup, elles ont beaucoup de clients, elles ont beaucoup de besoins, elles sont souvent au front, elles vont aller chercher à votre place le besoin qu'ont ces clients-là, et après chercher des profils pour répondre à ces besoins-là, qu'ils soient en CDI, en interne, mais aussi, et encore plus aujourd'hui, en freelance. Aujourd'hui, beaucoup de ESN bossent avec des freelances, c'est quasiment devenu la norme, quoi. C'est même plus un truc qui est fou. Peut-être qu'il y a 5 ans, 10 ans, c'était un peu fou, maintenant c'est pas du tout fou. Donc, vous allez voir ces ESN-là, qui ont mis les missions que vous avez analysées, et au lieu de postuler à la mission, ce que vous pouvez faire, hein, c'est pas du tout négatif, mais au lieu de postuler, au lieu de ne faire que postuler à la mission, vous allez aller sur LinkedIn, vous allez repérer qui bosse là-bas, précisément ceux qui ont le poste d'ingénieur d'affaires, et vous allez leur envoyer un message. Dans le message, vous allez leur demander, du coup, très simplement, voilà, moi je suis freelance sur le marché du Python, est-ce que vos clients ont des besoins sur le marché du Python, quoi? Parce que moi je suis disponible tout de suite. Ce qu'il faut, c'est savoir à la fois si pour les missions actuelles, ça peut être pertinent, mais des fois ce ne sera pas le cas et c'est pas grave, mais aussi savoir si l'ESN en question bosse souvent ou non avec des clients qui ont ces besoins-là. C'est ça qui est important pour vous. Vous, ce que vous voulez, c'est trouver une ESN avec qui vous allez pouvoir bosser pendant 2-3 ans si possible, quoi. Parce que si elle bosse que avec des clients qui font du Python ou du développement back-end, vous, c'est une mine d'or en tant que développeur back-end. Donc sachez ça. Bon, est-ce que la mission à l'instant T, vous pouvez l'avoir, c'est déjà très bien, mais après, aller plus loin. Est-ce que vraiment il y a des besoins récurrents et qui correspondent à ce que vous savez faire? Et ça peut déjà suffire. Après avoir fait ça, il y a deux solutions. Soit on va vous ghoster et il faut relancer, il ne faut pas hésiter à relancer. Soit on vous dira que vous ne répondez pas aux besoins parce que vous êtes trop cher, trop junior, j'en sais rien. Et là, il ne faut pas s'arrêter aussi, il y a toujours des leviers que j'apprends du coup aux gens que j'accompagne, avec des leviers plutôt liés à la négociation, plutôt à la psychologie. Et après, l'autre option, c'est ça correspond très bien à ce que vous savez faire, et du coup, vous allez avoir un entretien. Et du coup, on arrive au dernier step, donc la partie vente, dernier pilier, la partie entretien. Alors entretien, ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui vont se sentir hyper à l'aise, d'autres qui vont se sentir un peu timide, un peu paniqué, ce qui était plutôt mon cas, je vous avoue. Même si j'ai, comme je l'ai dit, beaucoup travaillé là-dessus. Je sais pas si là j'ai l'air peut-être à l'aise à l'oral, mais j'étais un stressé de la vie en entretien, c'est n'importe quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour préparer ça? Encore une fois, approche analytique, approche un peu, peut-être un peu trop overkill, mais bon, je préparais mes entretiens comme un fou furieux.
Et je vous le dis très clairement, en entretien, j'ai des très bonnes stats de réussite. Contrairement aux gens avec qui j'ai pu euh, comparer, je sais qu'en entretien, je suis assez bon. Mais je suis bon, c'est pas pour rien. C'est pas parce que je suis très bon de façon innée, comme j'ai dit. Moi, à la base, je suis très timide. Je suis bon, je pense, parce que je prépare de façon abusive les entretiens. Donc, en gros, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'essaie de comprendre un maximum à quoi ressemblera le process, quelles questions je peux avoir, quel est le profil du mec que j'aurai en face de moi. Est-ce qu'il est plutôt cartésien, plutôt émotif? Je sais pas, c'est des choses qui sont importantes pour vous parce que si quelqu'un est très cartésien, c'est pas pareil que quelqu'un qui est émotif dans la façon dont vous allez négocier, dans la façon dont vous allez vous mettre en valeur. Donc, hyper important de savoir ça. Et après, aussi, hyper important d'avoir une trame, voire un script. Alors, script, je ne conseille pas pour les débutants parce qu'un script, ça peut être trop récité, trop grillé. Mais commencez déjà par faire une trame où vous allez mettre en avant, comme pour votre CV, les éléments qui sont importants par rapport à ce que le marché recherche. Toujours pareil. Il ne faut pas se compliquer la vie. Et pour ce qui est technique, parce qu'il y en a aussi qui ont des entretiens techniques, ce qui peut faire peur aussi, là, c'est encore plus simple. Parce que là, pour le coup, vous pouvez juste réviser. Vous révisez comme à l'école, vous révisez votre langage, votre techno. Vous allez faire des tests comme à l'école aussi, comme en TD. Vous allez écrire vos petits trucs, vos petits problèmes de code et les faire sur Coding Game ou les faire vous-même avec vos potes. S'il n'y a pas de secret, quoi. Vous révisez vos trucs et après vous arrivez en entretien serein. Il n'y a rien de pire que d'arriver en entretien et d'être surpris par quelque chose, de devoir réfléchir à quatre trucs en même temps. Non, vous, ce que vous voulez, c'est arriver en entretien et n'avoir que à vous focus sur ce qui est propre à l'entretien. Tout ce qui est vous présenter, tout ce qui est test technique, ça doit rouler, ça doit être vraiment fluide. C'est des choses qui sont censées être automatiques. Comme ça, après, vous allez arriver et avoir uniquement à vous focus sur ce qui est important, donc ce que dit le client, comment rebondir, comprendre comment il est, quel est son profil psychologique. Et après, ça sera beaucoup plus simple pour vous d'un point de vue gestion de votre stress et taux de réussite, quoi, évidemment. Donc voilà pour la partie entretien. Je pense que vous avez compris que même si vous faites ça très bien, vous n'allez pas forcément avoir une mission, mais c'est pas grave parce que ça dépend pas forcément que de vous. Vous allez peut-être aussi avoir des concurrents qui sont très bons et c'est pas grave, c'est le jeu. Mais au moins vous aurez fait tout ce que vous pouvez. Et après ça, si ça se passe bien, vous allez avoir une mission. Bravo, vous avez une mission, vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes passé de 2000 euros, 2500 euros net à 5000 euros, 6000 euros net si vous avez de l'acre et des bonnes conditions personnelles pour les impôts. Donc tout va bien, la vie est belle, vous avez jamais eu autant d'argent de votre vie que ça. Mais attention, là, on entre dans la partie un peu piégeuse, c'est que le travail commence que maintenant. Alors c'est pas l'objet de la vidéo, je vais m'arrêter là par rapport à tout ça, mais comprenez déjà, pour ceux qui vont passer à l'action et qui vont vraiment faire tout ça et qui vont arriver à ce stade-là, qu'arrivant en mission, le travail ne fait que commencer. Et ceux qui n'ont pas compris ça se retrouvent 10 ans après avec le même TGM, aucun réseau et à repartir à zéro à chaque fois. Donc, une fois en mission, c'est que le début. C'est que le début. Donc, ayez cette vision long terme. Comprenez que vous, ce que vous voulez, c'est arriver à un stade où vous allez avoir trop de missions limite. C'est même ça qu'il faut viser. C'est pas juste avoir une mission à chaque fois, c'est avoir trop de missions. C'est pouvoir se dire, je choisis mes missions. C'est pouvoir se dire, j'envoie une mission à mes potes, j'envoie une mission à quelqu'un d'un port d'affaires, je fais une com. Et à terme, même si c'est pas forcément le but de chacun, à terme, vous devriez pouvoir être une agence si ça se passe bien. Si vous avez un bon réseau, vous devriez avoir trop de missions à gérer et vous devriez pouvoir en faire votre travail limite. Donc moi personnellement, c'est pas ce que je vise, mais c'est un peu ce qui m'arrive. Là, j'ai trop de missions et j'en prends plus. Je les envoie toutes à mes amis, collègues et des gens d'apport d'affaires. Bon, j'en prends encore quelques-unes, mais c'est vraiment maintenant j'ai beaucoup plus de missions que je prends pas que de missions que je prends, pour vous dire. Et pour moi, c'est ça qu'il faut viser. Faut pas s'arrêter juste à trouver une mission et se dire youpi, j'ai 5000 euros par mois, je suis content. C'est vrai que c'est cool, hein, je dis pas le contraire, c'est bien, ça vous fera du cash, vous allez pouvoir monter une trésorerie et tout, peut-être investir après en immobilier, peu importe. Mais comprenez que faut voir ça comme un business. Vous voulez avoir un prévisionnel, vous voulez voir à long terme. Et un freelance, s'il est là en train de voguer au gré du marché, une mission qui tombe du ciel par-ci par-là, et voilà, c'est pas du tout idéal selon moi. Selon moi. Donc maintenant qu'on a vu ça, il faut qu'on parle de la partie inconvénient. Je l'ai dit au début, il y a quand même des aspects négatifs, il ne faut pas les négliger. Et c'est aussi pour ça que vous allez réussir. Si vous comprenez ces éléments-là, il n'y aura pas de surprise. Vous allez arriver dans le freelancing en ayant un peu dressé un portrait et en ayant compris sur à quoi faut faire attention. Donc avant de parler de ça, je vous rappelle que si vous voulez être freelance, bientôt vous êtes en CD, vous voulez passer freelance ou vous êtes freelance et que vous avez du mal à trouver vos missions, vous avez un lien en description, je peux vous aider à trouver vos missions avec un programme d'accompagnement qui sera vraiment personnalisé. Et donc vous avez des informations du coup qui sont sur la page de réservation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'accompagnement, donc c'est un appel qu'on fera d'abord qui n'engage en rien, un appel bilan, et après on verra si c'est pertinent pour vous. Si c'est pas le cas, je vous le dirai, ça sert à rien. Je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de gens que je refuse, hein. Je vous le dis, c'est pas open bar. Je filtre beaucoup les gens. Ne soyez pas surpris par ça. Le but c'est vraiment d'avoir des profils qui sont pertinents et qui sont motivés par passer freelance, pardon. Donc, vous avez le lien en description. Rendez-vous pour ceux qui vont se lancer. Maintenant, pour passer aux inconvénients.
Donc, inconvénients, j'en ai listé deux, voire trois. Il y en a deux principaux. Donc, le principal, il ne faut pas se lancer en freelance si vous n'êtes pas prêt à bosser. C'est du travail en plus. C'est pas un secret, je pense que vous le savez déjà, mais je vais quand même appuyer dessus. Il y a du boulot en plus, c'est normal. Parce qu'en plus de faire votre travail habituel de développeur, ou je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais voilà, développeur Python, développeur front-end, je ne sais pas, PO, PM, il faudra bosser en plus. Il y aura ça à faire et il y aura tout le reste qui va à côté, toute la partie commerciale que je vais nous expliquer. Analyse de marché, positionnement, acquisition, vente, des choses que vous ne faisiez pas forcément en CDI et vous allez devoir faire. Alors, point important par rapport à ça aussi, c'est que vous avez le choix. Vous pouvez bosser 1 heure en plus par jour par rapport à avant. Vous pouvez bosser 4 heures en plus par jour si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est juste vous et vous-même. C'est justement l'avantage aussi qu'il y a, que moi je vois là-dedans, dans cet inconvénient, c'est que vos efforts vont être récompensés à leur juste valeur. Donc si vous ne bossez pas beaucoup, vous n'allez pas avoir beaucoup de résultats. Si vous bossez beaucoup, vous allez avoir beaucoup de résultats. Personnellement, je suis plus du genre à vouloir beaucoup bosser. J'avais le temps, j'avais pas de contraintes personnelles particulières, j'ai pas d'enfants à gérer, j'ai pas forcément d'autres contraintes qui m'empêcheraient de bosser beaucoup. Donc moi, je voulais avoir des résultats rapidement et des gros résultats et avoir une grosse croissance. Donc je me suis dit, ben, je vais bosser beaucoup parce que je sais que mes résultats seront récompensés. Sachez-vous, dans tous les cas, que vous devrez bosser. C'est pas un sujet. La question, c'est après à quel point vous allez bosser. Vous pouvez bosser peu et ça sera suffisant. Hein. Clairement, je ne vous dis pas qu'il faut bosser 5 heures par jour pour être freelance. Pas du tout, c'est pas le cas. Par contre, si vous voulez avoir une bonne croissance, vous devrez bosser beaucoup. Vous allez devoir bosser beaucoup. Donc soyez conscient de ça et soyez conscient que ça va être proportionnel par rapport à votre travail. Contrairement à ce qu'on va souvent avoir en CDI, c'est pas vraiment toujours le cas, je suis conscient, mais en général, vos efforts ne sont pas récompensés directement, proportionnellement à vos efforts. Je sais pas si j'ai dit la phrase comme je voulais, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc en gros, il faudra bosser. C'est clair, ça sert à rien que je vous dise que c'est pas le cas. Vous allez devoir bosser, les gars, plus qu'avant, c'est normal. Vous n'allez pas avoir 3 fois votre salaire comme ça sans rien faire, il faut bosser. Mais en général, ceux qui sont intéressés par le principe, c'est des bosseurs, des gens qui sont motivés et qui n'ont pas peur de ça. Donc pour beaucoup, c'est pas forcément une contrainte, mais je le dis. Deuxième, euh, deuxième problème par rapport au freelancing à comprendre, c'est que il va falloir changer de mentalité. Alors, comment le dire d'une façon plutôt claire? En fait, beaucoup de gens vont faire ce travail-là avant de se lancer, et c'est ce qui est, je pense, le plus naturel, et c'est pour moi un très bon signe quand j'ai des gens en appel qui sont déjà à ce niveau-là de maturité. Comprenez que le freelancing, c'est pas juste arriver au travail et faire votre travail de CDI en tant que salarié déguisé. On entend beaucoup de gens parler de ça, le fameux salarié déguisé. Tu arrives, tu fais ton travail et tu as juste un plus gros chèque à la fin. Alors, effectivement, en pratique, c'est vraiment ça qui se passe. Vous allez arriver en mission, si vous faites des missions chez des grands comptes, et votre travail sera très similaire à vos collègues qui sont en CDI. Mais c'est pas un problème ça. Le problème, c'est vous, comment vous voyez les choses, comment vous vivez la chose. Parce que, qu'on soit bien clair, imaginons l'exemple du e-commerce. Il y en a qui font du dropshipping dans leur chambre, il y en a qui font du dropshipping à très haut niveau, qui font du e-commerce avec des plusieurs millions, et qui ont la vie que pourrait avoir quelqu'un qui est employé dans une grande boîte de e-commerce. L'un est employé, je sais pas, chez Nike, il est gestionnaire e-commerce de la branche semelle de chez Nike. L'autre a sa propre boutique en e-commerce, il fait des millions aussi, sauf que lui c'est le patron. Qu'est-ce que ça change? Bah, ils ont le même quotidien, ils vont se lever tous les jours, voir leurs mails, envoyer des mails aux fournisseurs, gérer leurs ventes, gérer le SAV, des trucs un peu chiants, etc. Bon, j'en sais rien, je suis pas dans l'e-commerce, mais on va imaginer que c'est ça le quotidien d'un mec dans l'e-commerce. Euh, En fait, la différence, c'est qu'il y en a un qui va avoir des responsabilités, qui va être, qu'on appelle skin in the game, il va être impliqué dans ce qu'il fait, et qui aura une vision tout à fait différente de celui qui est salarié. Parce que lui, il va avoir sa vision qui est, je gère ma boîte, je gère ma personnelle, je gère mon futur, et tout sera lié directement à sa vision en fait. C'est ça que je vais vous faire comprendre dans la partie mentalité. L'autre qui sera en CDI, il peut avoir cette vision, c'est pas du tout impossible, mais en général, il l'aura pas. Donc vous, même si vous avez le même travail en pratique que quelqu'un qui va être en CDI, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vous, comment vous le vivez. Est-ce que vous vous sentez encore comme un salarié qui va attendre qu'on lui dise quoi faire, qui ne prendra pas les devants, qui va pas essayer de chercher plus, d'aller trouver d'autres missions chez le client, d'aller chercher un meilleur TGM, de devenir vraiment un partenaire plus qu'un salarié ou plus qu'un prestataire de chez le client? C'est ça la question. Et ça, ce travail-là, il faudra le faire dans tous les cas. C'est pas un bonus, c'est vraiment, il faudra le faire. Donc si vous avez commencé à le faire en CDI, c'est top. Moi, je conseille à tout le monde, tous mes potes qui sont en CDI, de penser comme ça dès le CDI en fait. Parce que penser comme ça en CDI, c'est ça qui vous fera aussi une croissance en CDI. C'est pas qu'en freelance qu'on peut faire de l'argent, vous pouvez aussi faire de l'argent en CDI. Et soyez conscient qu'en ayant cette mentalité, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. En freelance, en CDI en tout cas, c'est pas obligatoire d'avoir cette vision-là. Vous pouvez très bien vous planquer, vous savez comment ça marche en France, on peut se planquer et ça va très bien. En CDI, vous n'allez pas avoir le choix. Donc, si vous n'avez pas fait ce travail-là, vous allez vous prendre un mur pas possible. Il faut que vous compreniez qu'en tant que freelance, vous devenez entrepreneur. Je sais que beaucoup de gens vont dire non, le freelancing, c'est pas un entrepreneur. Bah, non, je suis d'accord, je suis désolé, mais non, je suis pas d'accord. Le freelancing, c'est entrepreneur. C'est vraiment aussi
une vision de créer son entreprise, créer son activité. Certes, on n'est que un, on fait un chiffre d'affaires qui est élevé par rapport à un salarié, mais qui est assez faible en réalité pour une entreprise. Soyez pas dupes. Mais voilà, il faut comprendre que si vous n'avez pas cette posture-là, vous allez vous faire manger en entretien, vous n'allez pas réussir à augmenter votre TGM, vous n'allez pas réussir à trouver des missions comme vous le voulez. Donc c'est important de prendre ses responsabilités. C'est le deuxième inconvénient. Troisième inconvénient qui est plus pratico-pratique, mais je vais le débunker tout de suite, parce que même moi je le croyais, mais en fait je sais que maintenant que c'est pas vrai. Tout ce qui est lié à l'immobilier, au crédit, on va dire à la logistique de CDI. Beaucoup de gens pensent qu'en étant salarié, ils vont faire une croix sur tout ce qui est trouver un logement, faire un crédit, plein de choses qu'ils vont devoir effacer de leurs ambitions. Même moi je pensais ça il y a même pas 3 4 mois. Mais en fait, j'ai appris que c'est pas le cas du tout. En fait, on peut très bien faire un prêt en tant que salarié. On peut très bien faire ce qu'a un salarié en freelance. Tout ce qui est assurance mutuelle, je pense que vous n'imaginez pas tout ce qu'il a comme possibilité d'assurance et de mutuelle en tant qu'entrepreneur. Vous avez des mutuelles où vous pouvez protéger vos voisins même si vous voulez. Donc clairement, ne vous dites pas que le salariat, c'est le seul rempart pour avoir une vie stable et sans risque. Vous pouvez très bien, en tant que freelance, avoir accès à ces choses-là. Avoir accès à des crédits, avoir accès à des sécurités, etc. Tout peut s'acheter, les gars. Tout peut s'acheter. Business is business, comme on dit. On peut tout acheter. Donc ne vous mettez pas de barrière par rapport à ça. Il va falloir payer par contre, soyez-en conscients. Il va falloir investir de l'argent par rapport à ça. Mais c'est possible. Donc, comprenez que ces choses-là, ça peut être un inconvénient. Ça peut amener un peu de friction. Je ne dis pas que obtenir un crédit en tant que freelance, c'est aussi simple qu'en CDI. Par contre, c'est possible. C'est possible. Pour beaucoup de gens, c'est impossible. C'est complètement possible. Et pas en attendant 3 ans. On peut très bien avoir un crédit au bout de 6 mois, 1 an. Et je vous dis ça d'exemples concrets que j'ai en tête. Je ne vous dis pas ça juste pour le dire. Donc, voilà les éléments qu'il faut prendre en compte quand on passe freelance. Donc, pour résumer, il faut être conscient qu'il va falloir bosser. Après, l'avantage, c'est que vous pouvez bosser plus ou moins, ça dépendra de vous. Mais il faudra, en tous les cas, bosser un peu plus qu'avant. C'est clair et net. Mais vous allez être récompensé pour ça. C'est un peu le penchant qui est cool. Deuxième point, il faut changer de mentalité. Il ne faut pas se dire que vous allez devoir juste rester un salarié qui fait du bon développement et qui sera payé 3 fois plus. Vous allez être payé 3 fois plus, ok, et je vous le souhaite, mais il faut changer de mentalité. Sinon, il se passera ce que je vois tout le temps. Vous allez revenir en CDI et vous allez faire un, voire plusieurs posts LinkedIn en disant oui, on parle du freelancing, les influenceurs freelancing nous vendent du rêve, c'est des gros menteurs. Moi, j'ai essayé, j'ai créé un compte Malte et j'ai pas eu mission. Franchement, c'est pas du tout l'Eldorado qu'on nous vend. Fake news, scam. Les mecs sont à Dubaï, Lamborghini. J'ai pas encore de Lamborghini, donc j'aimerais bien en avoir une d'ailleurs, mais j'en ai pas. En tout cas, ces gens-là, je pense qu'ils sont un petit peu hypocrites. En vrai, je les comprends. Je dis ça, je suis un peu trash, mais en vrai, je les comprends tout à fait parce que ce qu'on voit en général sur le freelancing, je m'écarte un peu du sujet, mais ce qu'on voit un peu sur le freelancing en général, de toute façon, on est à la fin de la vidéo là. Ceux qui sont là, c'est que les gens sérieux, donc on peut parler un peu franchement. En gros, moi, la vision que j'ai, c'est que j'étais à leur place aussi à un moment. Quand j'ai commencé, moi je voyais des gens comme Harry JMG, que j'adore franchement, il me faisait trop rire. Des gens qui ont démocratisé un peu le freelancing. Et en fait, ces signaux qu'on a, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a de plus en plus, il n'y a pas tant que ça. Il y a ces signaux-là qu'on a. Non, ne dresse pas un portrait qui est forcément exhaustif par rapport au freelancing. Ça peut rendre les choses qui plus risquées que ça ne l'est réellement, plus simple que ça ne l'est réellement. Ça peut vendre un peu plus de chiffre d'affaires qu'on va en faire réellement. Et évidemment, du coup, quand on arrive sur le terrain, on peut être choqué. Et moi, je vous l'ai dit, j'aurais été choqué aussi. Je ne l'ai pas été parce que j'ai été mentoré par un gars qui était déjà depuis 10 ans, avec un TGM monstrueux, qui connaissait tout le monde dans le milieu. Donc forcément, j'ai eu un peu cette chance de pouvoir commencer en me disant, ok, tous ces préjugés-là, je les vire. J'ai compris, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça on ne l'a pas dit, et c'est encore plus vrai que les choses qu'on m'avait dit avant. Donc, en vrai, ces gens-là, je les comprends. Mais par contre, ne vous dites pas que c'est une fatalité. Quand vous voyez quelqu'un faire un retour sur freelancing ou être un peu véhément par rapport aux gens, peut-être comme moi, qui parlent du freelancing en disant que c'est bien, ne vous dites pas que forcément on vous dit ça parce qu'on est là pour vous vendre un truc absolument et devenir millionnaire à Dubaï, quoi. Euh, ne soyez pas méfiants quand même à 100%. Testez. On est là aussi pour ça. Mon approche que je vous vends, elle est très analytique, elle est très, on va dire, pragmatique. Donc vous pouvez la faire de votre côté et voir. Le but, c'est d'avoir vraiment des éléments concrets. Donc là, pour le coup, vous pouvez faire votre avis tout seul. Là, vous avez les éléments. Je vous ai dit un peu ce que moi je vois comme étant la meilleure approche, ce qui marche pour moi, qui marche très bien pour moi, qui marche pour ceux que j'accompagne. D'ailleurs, lien en description, comme d'habitude, je vous le dis, troisième fois que je vous le dis, mais voilà. Euh, Ça marche quoi. Ça marche. Testez de votre côté. Vous pouvez très bien y arriver tout seul. C'est pas du tout insurmontable. Mais en tout cas, vous avez cette information de ma part. Faites-en ce que vous voulez. Après, on verra. Donc, on a vu un peu tout ce qu'il fallait. Je vous ai parlé des piliers. Je vous ai parlé concrètement comment vous lancer. Vous avez de quoi faire déjà dès maintenant là. Là, après la vidéo, vous pouvez déjà commencer. En tout cas, si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Mais je pense que normalement, c'est le cas. Vous pouvez déjà vous lancer. Freework, CV, CV, ESN sur LinkedIn, préparation d'entretien, ça sera déjà très bien. Et après, pensez très bien, je l'aurais dit encore une fois, je l'ai dit 3 fois, mais c'est pas tout rose, il faudra bosser.
Il faudra bosser, je le répète une 15e fois, il faudra bosser. Il faudra bosser. Vous voulez faire x3 sur votre salaire, ça ne va pas comme ça, les gars. Il va falloir bosser un petit peu. Donc bosser et changer de posture. Changer de posture, ne vous dites pas que la vie, c'est juste être salarié et faire son petit code et rentrer chez soi prendre son goûter. C'est peut-être aussi prendre ses responsabilités, peut-être aussi avoir une vision long terme, peut-être aussi devenir un peu entrepreneur. Peut-être que le mot est peut-être un peu gros pour beaucoup. Il y en a qui vont dire ouais, t'as pas créé ta boîte, t'es pas entrepreneur. Je m'en fous, je suis entrepreneur, je suis freelance, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, soyez entrepreneur, ayez cette vision long terme, soyez ambitieux, ne vous arrêtez pas à trouver une mission, ne considérez pas que la partie est finie dès que vous avez votre facture qui est payée. Le but du jeu, c'est d'avoir un truc qui dure sur le long terme, d'avoir à la fin de quoi diversifier. Peut-être faire comme moi, là, j'ai diversifié, j'étais à la base freelance, maintenant je fais du freelancing et j'accompagne des gens à passer freelance, et j'ai aussi des offres en forfait que je fais à côté. C'est ça aussi le luxe, c'est qu'on peut se dire à un moment, on a compris un peu comment ça marche, on sait ce que les gens veulent, on a aussi du cash pour investir et pour se sécuriser. Et donc, il faut s'étendre. Il ne faut pas s'arrêter à se dire, je suis en mission et toute ma vie, je vais faire du freelancing et à 400 euros par jour. Alors, pour certains, ça sera bien, mais moi, je vois plus loin que ça. Et je pense qu'il faut voir aussi plus loin que ça. Donc, voilà les points à retenir. Et pour tout ce qui est immobilier, tout ce qui est crédit, tout ce qui est sécurité. Alors, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet à part, mais sachez qu'il y a tout et son contraire. Moi, je veux vous rassurer par rapport à ça. Vous pouvez tout faire avec de l'argent, les gars. Vous pouvez tout faire avec de l'argent. Là, je passe en mode capitaliste, mais n'ayez pas peur. Vous pouvez trouver des emprunts, vous pouvez trouver des mutuelles très bonnes, des sécurités très bonnes. Il n'y a pas de problème, tout peut s'acheter. Mais si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet. Donc voilà, vidéo un peu longue, je pensais pas faire autant, mais bon, j'espère que ça vous aura plu. Je partais un peu en freestyle. J'espère que ce sera clair pour vous et que vous aurez de quoi passer à l'action. Comme je dis, c'est le but. Et encore une fois, je répète, pour ceux qui sont restés jusqu'à là, qui sont vraiment motivés, il y a un lien en description pour prendre un appel avec moi. Il sera aussi en commentaire épinglé. Donc, comme je vous l'ai dit, le but, c'est juste de faire un point par rapport à votre profil, par rapport à votre motivation sur le freelancing, par rapport à votre marché. Et moi, que je vous explique ma vision. Je vous expliquerai comment je ferai les choses par rapport à vous. Donc, vous aurez une roadmap. Vous aurez ma roadmap que je ferai à votre place. Et si ça vous paraît pertinent et si pour moi vous répondez à mes critères, je vous expliquerai comment je peux vous accompagner. Vraiment en one-one, avec un suivi actif pour que vous ayez votre mission. Et vos missions suivantes aussi. Donc, n'hésitez pas. L'appel, comme je l'ai dit, il est gratuit. Il ne nous engage absolument en rien. Et du coup, je vous dis à très bientôt. En appel peut-être. Ou dans une vidéo sur le canapé. Qui d'ailleurs, vous avez beaucoup plaisir la dernière fois. Ou au bureau pour un truc un peu plus concret, plutôt pratico-pratique. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un like et vous abonner si ça vous a plu, partager à vos amis qui veulent passer freelance, c'est toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.